Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. Alors, Madame Amel Subti qui danse avec moi par Skype, ça c'est une grande première, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir, Madame Subti. Bon, et merci à toi pour ce joli coup de peps matinal. Tu es une vitamine, toi, toute seule. Merci beaucoup, Madame Amel Subti. C'est encore avec un énorme plaisir que je vous reçois et je tiens encore à vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie, Manel. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est Madame Amel Subti, s'il vous plaît. Life coach, hypnothérapeute, psychothérapeute, vous le savez maintenant. C'est parmi les meilleurs dans son domaine, si ce n'est pas la meilleure dans son domaine. On va parler de l'hypnose thérapeutique. Quand consulter un psychothérapeute et quand consulter un hypnothérapeute, les techniques qui existent et les dérives de l'hypnose thérapeutique, très important. Alors, c'est aussi un jour de fête chez vous au Maroc, Madame Subti? Absolument, c'est un jour de fête dans le monde, absolument, absolument. Il n'est aucune fête qui soit pas la fête de tout le monde. Ah. S'il y a une personne qui fête un truc, eh ben le monde entier le fête avec elle. Donc oui, c'est la fête ici. C'est magnifique. Et justement, chaque jour, ça doit être une fête normalement, hein? Absolument. Alors, je rappelle nos auditeurs que c'est finalement fonctionnel, les SMS. Donc, vous pouvez envoyer vos SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai déjà un bonjour. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, Malika. Très belle journée à vous aussi. Alors, l'hypnose thérapeutique. L'hypnose, déjà ce mot, Madame Subti, ça fait un peu peur. Moi, quand je parle d'hypnose, les gens sont, on va dire, ils ont un peu peur. C'est quoi l'hypnose selon Madame Amel Subti? Oui, merci beaucoup Manel pour votre invitation. Merci beaucoup aussi pour ce sujet. Effectivement, c'est un sujet qui fascine, c'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui entraîne la polémique. Oui. Et c'est un sujet aussi qui parle vraiment dans l'imaginaire collectif. Alors l'hypnose, en fait, vous prenez n'importe quel dictionnaire, ça vous dira c'est un état modifié de la conscience. Ça veut dire quoi l'état modifié de conscience? Ça veut dire que nous sommes normalement dans des états attendus, dans des états programmé de la conscience. Il y a un état particulier lorsqu'on est éveillé, il y a un état particulier lorsqu'on dort de notre cerveau, il y a un état particulier entre les deux lorsqu'on est relaxé et également un état lorsqu'on rêve par exemple. Eh bien, il y a un état particulier dans lequel se met notre cerveau lorsqu'il est sous hypnose. Ça s'appelle un état de transe. Un état de transe, oui. Oui, un état de transe. Alors pour aller plus loin, ça serait un petit peu comme si c'est un état qui dissocie cette intrication du conscient et de l'inconscient pour pouvoir s'adresser presque exclusivement au conscient. Si on devait faire une définition un peu plus directe, ciblée, ça serait celle-là. C'est un état dans lequel on a accès plus facilement au conscient en dissociant ou en détournant, si vous voulez, le conscient. Dissocier l'inconscient du conscient, c'est bien ça, pour avoir accès au conscient. Est-ce que j'ai bien compris les choses? Pour avoir accès à l'inconscient. Alors, oui. On va plus loin. D'accord. Nous avons nos états internes, nos états psychiques. Nous avons deux instances à peu près, il y en a trois en fait, mais deux instances à peu près qui sont le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est une instance qui fonctionne, comme son nom l'indique, de manière inconsciente. Alors, il y a énormément de choses qu'on fait de manière inconsciente, on ne s'en rend même pas compte, mais il y a un nombre incalculable de choses qu'on fait de manière inconsciente. Et puis, on a un conscient, celui qui sait qu'on est en train de faire. Ça, c'est le conscient. En général,
celui qui est aux commandes, lorsqu'on est dans notre état conscient, on pense que celui qui est aux commandes, c'est l'état conscient. En fait, notre état conscient, c'est ce qui nous raccorde à notre environnement. C'est ce qui fait qu'on sait ce qui se passe autour de nous et nous, où est-ce qu'on est. Eh bien, l'hypnose, c'est un petit peu comme si on débranche cet état-là qui nous connecte à l'environnement, à l'extérieur, et qui nous permet de rentrer dans cette instance-là interne qui est l'inconscient. Ah, l'inconscient, c'est possible. D'accord, donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission, cette fois-ci par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Donc bonjour à Madame Amel Sibti, bonjour Manel, merci beaucoup. Donc merci, c'est juste un petit bonjour. Donc Madame Sibti, est-ce que ça peut être un don? Parce qu'on voit aussi certaines personnes qui se disent, moi j'ai un don d'hypnotiser les gens. Est-ce que ça peut être un don où il faut absolument faire des études pour hypnotiser les gens? Alors, on va tout de suite commencer par poser toutes les idées reçues sur l'hypnose. D'abord, il y a énormément de choses qui sont dites. D'abord, il y a deux notions qui sont fondamentales à noter, à préciser. C'est qu'il y a l'hypnose de rue, l'hypnose de spectacle, l'hypnose à la Mesmer, si vous voulez, oui. Et l'hypnose thérapeutique. C'est deux choses complètement différentes, même si au départ, on va dire qu'elles s'inspirent de la même réalité. Donc, il y a une manière qu'on peut découvrir intuitivement et travailler, et qui est comment induire certains états chez l'autre, simplement en s'adressant à son inconscient. Et puis, il y a l'hypnose thérapeutique qui est complètement autre chose. Il faut s'intéresser à l'inconscient, mais il faut s'intéresser aussi au cerveau. Il faut avoir des notions sur les mécanismes de défense, sur le fonctionnement somatique, parce que l'inconscient communique avec nous, avec le corps, etc. L'hypnose thérapeutique, l'hypnose qui soigne et l'hypnose qui guérit, l'hypnose qui a des vrais objectifs, pas seulement des objectifs de divertissement, celle-là, elle n'est pas innée, il faut la travailler, l'explorer. Alors, oui. Oui, Madame Amel Sibti, vous pratiquez l'hypnose thérapeutique, mais est-ce que vous avez déjà été consulter quelqu'un pour être hypnotisé? Alors, j'avais moi-même, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire tomber les idées reçues, j'avais moi-même, je dois l'avouer, énormément de croyances, énormément d'idées reçues sur l'hypnose. J'ai toujours eu cette image de l'hypnose où on perd complètement le contrôle sur soi, ou quelqu'un d'autre qui peut venir à l'intérieur de nous. C'était justement ça ma question, oui. J'ai toujours eu cette idée-là, et la vérité, j'ai toujours été un peu réfractaire moi-même à aller spontanément vers l'hypnose. Et puis naturellement, on a envie de protéger notre intimité, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va venir rentrer dans notre intimité et nous voir dans notre extrême vulnérabilité, on va perdre le pouvoir. Eh bien non, j'avais jamais vraiment été volontairement vers de l'hypnose en tant que patiente, que demandeur. Et j'ai découvert l'hypnose quand j'ai décidé d'étudier l'inconscient et de m'intéresser à l'inconscient. D'accord. Madame Amel Sibti, il existe plusieurs techniques en hypnothérapie. Oui. D'accord. Il y en a combien au total, les techniques en hypnothérapie? Alors, il y a une manière de pratiquer l'hypnose qui a évolué, on va dire. Il y a une manière de pratiquer l'hypnose qui a évolué. Il y a l'hypnose telle qu'elle a été structurée il y a 2 siècles, l'hypnose telle qu'elle a été conçue, qui est l'hypnose traditionnelle. Oui. C'est-à-dire, alors, il y a l'hypnose de spectacle et l'hypnose de rue. Je pense qu'elle a dû être pratiquée depuis la nuit des temps. Vous pratiquez l'hypnose traditionnelle? Les deux. Traditionnelle, en fonction de la demande, traditionnelle et humaniste. Alors, l'évolution, c'est celle-là. C'est qu'il y avait l'hypnose de rue, etc. Et puis, on a découvert l'hypnose. En découvrant l'inconscient, forcément, on s'est intéressé à l'hypnose. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant à soulever, c'est que la psychothérapie, en fait, c'est venu... Le grand-parent, l'ancêtre de la psychothérapie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, c'était l'hypnose. La notion même de psychothérapie, elle a été inventée, si vous voulez, à partir de ce nom-là de l'hypnose. On a découvert qu'on pouvait s'intéresser à l'inconscient et
l'orienter, etc., le guérir. Ça, c'est l'hypnose traditionnelle. Elle était assez directive, c'est-à-dire qu'il y a un hypnothérapeute, une personne qui crée des inductions, des outils, l'induction, la suggestion, etc. Il va créer un état hypnotique chez la personne qui l'accompagne et il va aller cibler quelque chose dans son inconscient. Mais cette hypnose, elle a évolué plus récemment et ça, j'adore, et c'est vraiment mon orientation préférentielle, mon orientation préférée, c'est l'hypnose humaniste. C'est une hypnose qui n'est pas dirigiste, on va dire, qui n'est pas... Il n'y a pas de dissociation entre l'inconscient et le conscient. Oui, où on ne perd pas le contrôle, où il n'y a pas... En fait, on peut dire que c'est un état augmenté de conscience et pas un état modifié de conscience. La personne reste relativement consciente et c'est ce niveau de conscience-là qui augmente. Donc évidemment, il y a moins de... D'accord. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Il y a un petit décalage du son dû au fait que je suis avec Madame Amel Sebti par Skype. Donc, Madame Amel Sebti, ma question. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique, c'est un terme qui revient souvent. Est-ce que ça a un lien avec l'hypnose thérapeutique? Alors oui et non. Non, parce que c'est pas le même procédé, c'est pas exactement le même procédé. Vous savez, la PNL, c'est une approche qu'on n'a pas inventée, mais qu'on a reconstituée par la modélisation de plusieurs comportements d'excellence. Et parmi ce qui a été modélisé pour la PNL, ça a été quand même des personnalités comme le père absolu de l'hypnose qui est Milton Erickson. Donc, on va dire que la PNL s'est inspirée effectivement de l'hypnose. La PNL, elle décode, tandis que l'hypnose, elle provoque. S'il y avait une différence, la PNL décode et comprend les comportements de l'inconscient, tandis que l'hypnose est plus active, elle rentre dans l'inconscient et elle induit. Voilà, elle induit. D'accord. C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est aussi, on va dire, une sorte de technique de manipulation? Manipuler, ça n'a pas forcément une connotation négative. Mais... Oui. J'ai osé cette question et merci de la poser. Effectivement, ça peut, et c'est dans ce sens que l'hypnose est dangereuse. Et si on prend le terme étymologique de manipulation et pas le sens avec la connotation péjorative, eh bien oui, c'est une manipulation de l'inconscient. Alors, ce qui nous fait peur dans l'hypnose, c'est la notion inconnue, la notion magie, etc. Il n'y a rien de magique dans l'hypnose. J'ai envie de dire que l'hypnose, c'est un état naturel. On se met tous en hypnose, les gars. Tous. C'est un état on se met régulièrement. C'est un état que connaissent très bien les enfants. Et l'hypnothérapeute, ce qui manipule, c'est pas créer chez nous un état qu'on ne connaît pas, mais c'est utiliser un état qu'on est capable de faire naturellement, mais que l'hypnothérapeute va induire pour nous orienter dans une direction particulière. Donc vous dites que c'est un état que connaissent les enfants. Pourquoi les enfants en particulier, Madame Sebti? Alors je vais aller plus loin. Les enfants, j'ai une phrase toute faite, c'est que les enfants, c'est un inconscient à ciel ouvert. Pourquoi les enfants en particulier? Quelle est la différence? On avait eu cette émission intéressante, vous et moi, sur l'inconscient. Quelle est la différence entre l'inconscient et le conscient? L'inconscient, il contient l'ensemble de nos premières expériences. C'est une éponge qui va absorber toute la perception qu'on a du monde, qui va absorber tout ce qui est extérieur à nous et l'utiliser, l'ancrer à l'intérieur de nous à un âge où l'enfant n'a pas encore de langage, n'a pas encore de capacité vraiment à comprendre dans le sens intellectualisé. Il va le prendre à l'état brut. Donc l'enfant, à ce stade, n'a pas encore construit quelque chose de l'ordre de son conscient qui est en fait en même temps quelque chose d'utile, bien sûr, qui nous permet de réfléchir, de comprendre, d'interpréter, de réagir et tout ça, mais qui en même temps permet de contenir l'inconscient, de freiner les pulsions, les automatismes, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Donc les enfants sont un inconscient à ciel ouvert parce qu'ils n'interprètent pas leur environnement, ils se contentent de le vivre. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique.
Ouais, c'est magnifique ce que vous dites. Alors, Madame Sipti, j'aurais une question par rapport, qu'on se pose tous, quand je dois aller consulter un psychothérapeute et quand je dois aller consulter un hypnothérapeute. Mais si vous permettez, Madame Sipti, on va devoir prendre une toute petite pause et on se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Amel Sipti, life coach, hypnothérapeute et psychothérapeute. On parle de l'hypnose thérapeutique façon Amel Sipti. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma... J'ai pris ce réflexe de dire ma page Instagram parce que les SMS n'étaient pas fonctionnels. Donc, par téléphone au 0400 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Madame Sipti, c'est une question que j'ai reçue hier en annonçant l'émission sur ma page Instagram. Est-ce que je peux demander, par exemple, à mon mari de faire des séances d'hypnose? Est-ce que ça peut marcher si lui-même il n'a pas envie? Est-ce que, en quelque sorte, est-ce que ça marche que si on a envie de faire l'hypnose? Alors pareil, oui et non. Théoriquement, tout le monde peut être hypnotisable, on peut emmener quelqu'un, sauf si vraiment la personne est très, très, très résistante et que vraiment elle s'oppose. Mais il y a des gens qui ne sont pas forcément partants pour une séance d'hypnose, mais qui vont aller en hypnose, aller dans l'état d'hypnose, même s'ils n'étaient pas forcément demandeurs, ce qui ne marche pas, par exemple, pour une thérapie, une psychothérapie. Ah, d'accord. Maintenant, il faut savoir que l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui se déroule à l'intérieur. Ce n'est pas le thérapeute, l'hypnothérapeute qui a le pouvoir. L'hypnothérapeute, il vient aider la personne à aller à l'intérieur d'elle, de son inconscient, de son imaginaire, de son vécu. Et donc, forcément, il faut qu'il y ait un minimum d'adhésion au processus pour que ça puisse fonctionner. Alors oui, je vous écoute. Vous pouvez dire à votre mari, va faire une séance d'hypnose, il peut vouloir ou ne pas vouloir et y aller juste pour vous faire plaisir, ça peut fonctionner. Mais le véritable objectif qu'il obtiendra, c'est celui que consciemment ou inconsciemment, lui, il aura en tête. Pas vous ni l'hypnothérapeute. Ah, d'accord. Et aussi, c'est une question d'une auditrice, Laïa, je crois que c'est ça, Laïa. Donc, elle se demande, est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose et aller travailler directement après? En quelques secondes, faire une séance d'hypnose et est-ce qu'on peut faire une séance d'hypnose et aller travailler juste après? Ou ça demande un arrêt de travail par la suite? Alors, on ne peut pas aller travailler dans les 5 minutes qui suivent une séance d'hypnose, clairement. Une séance d'hypnose, c'est quelque chose qui désactive à peu près tout ce qui est l'accès au néocortex, un petit peu comme le sommeil. Donc, il y a une baisse. D'ailleurs, les gens, ils ont froid, ils sont un peu dans un état un petit peu léthargique, etc. parce qu'il y a le métabolisme de base qui diminue un petit peu. Il y a toutes les fonctions qui sont de l'ordre du conscient qui diminuent un petit peu. Et donc, effectivement, on peut récupérer un petit moment et aller travailler. Après, on n'a pas besoin non plus d'une journée à se reposer après une séance d'hypnose. C'est pas quelque chose qui... Dans l'hypnose humaniste, on disait tout à l'heure qu'il y a 2 catégories d'hypnose. Dans l'hypnose humaniste, même, c'est une hypnose qui est très énergisante. On ne travaille pas justement cette perte, cette léthargie. On ne travaille pas trop avec cette léthargie, mais au contraire, avec une augmentation de la conscience et donc de l'énergie. Mais clairement, on est dans un état, il y a un état intermédiaire à observer, un petit sas de récupération à observer après une séance d'hypnose, clairement. D'accord. Et on arrive à la question, parce que je vous avoue aussi, c'est pas encore clair pour moi aussi. Quand consulter un hypnothérapeute et quand consulter un psychothérapeute? Alors, merci pour cette question, Manel. Merci pour cette question. J'ai régulièrement des personnes qui viennent et qui me disent j'ai un TOC, j'ai une phobie, j'ai un comportement X ou Y, j'arrive pas à dormir, je voudrais faire de l'hypnose pour que ça parte. L'hypnose est une thérapie brève qui s'intéresse aux symptômes et qui traite le symptôme.
l'hypnose, c'est quelque chose qui va aller, effectivement, il y a des régressions qui sont faites dans l'enfance, etc. Mais c'est une thérapie brève qui n'a pas ce pouvoir de la psychothérapie d'aller questionner cet espace en nous qui est en même temps de l'ordre du conscient et de l'inconscient. On va consulter un hypnothérapeute quand on a quelque chose qui nous embête, exactement comme quand on a mal à la tête et qu'on prend un antalgique. On a envie d'arrêter de fumer, on a vraiment envie d'arrêter de fumer dans l'urgence, on a des troubles de ceci, on a des troubles de cela, et on s'intéresse pas vraiment à la cause, et donc on a envie juste de transformer, de créer une transformation qui fait qu'on va entre guillemets, j'aime pas ce mot, se débarrasser du symptôme. La psychothérapie, elle s'intéresse absolument pas aux symptômes, elle s'intéresse à la cause, à la vraie raison. Complémentaires, on va dire. Elles sont complémentaires. D'accord, merci beaucoup. Donc j'ai reçu un message. Donc bonjour Manel, bonjour à notre invité. Donc est-ce que quelqu'un qui connaît bon, voilà, j'arrive pas à lire le message, je ne comprends pas. Donc, est-ce que il parle de mécanisme de l'hypnose? Je n'ai pas encore son nom. Une séance d'hypnose fonctionne-t-elle? Donc, votre message n'est pas très clair. Si vous voulez le reformuler, on va répondre au mécanisme. Si c'est pas votre question, vous pouvez la reformuler, s'il vous plaît. Donc, les mécanismes de l'hypnose, s'il vous plaît, Madame Sipsi. Oui, c'est intéressant d'aller là-dessus. Alors, tout le monde, si on doit faire un parallèle, l'hypnose serait un état modifié de la conscience dans lequel on diminuerait donc l'impact du conscient. On a un archétype en nous qui est le facteur critique, qui est le critique intérieur, qui est quelque chose qui est de l'ordre du conscient, qui ne nous fait pas accéder à tout ce qui est inconscient. Et bien l'hypnose, c'est un peu comme si on désactive, il y a un bouton on-off, un petit peu comme dans le sommeil. Alors, dans le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre dans le sommeil, tout le monde le sait, il y a 2 phases de sommeil. Il y a le sommeil profond, là où on tombe vraiment comme une planche. C'est le sommeil où on va récupérer, on est là, on est totalement déconnecté de toutes nos fonctions. On est juste en train de dormir, c'est le sommeil profond. La respiration, elle se transforme, etc. Et puis, il y a un sommeil paradoxal, c'est celui où on rêve. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil où on rêve? Il y a cette partie-là qui est le néocortex qui est désactivée. Bon, il y a une autre partie, le cervelet, c'est celle qui nous entraîne à bouger, à se mouvoir, etc., qui est désactivée. Il reste que la partie qui continue de fonctionner, qui est l'imagination. Quand on rêve, notre imagination fonctionne, donc ce qui se passe à l'intérieur de nous n'est pas impacté par ce qui se passe autour de nous, on est coupé de ce qui se passe autour de nous, on a une espèce de vie interne qui va se créer, etc. On n'est pas supposé s'en souvenir, et pourtant on s'en souvient quelquefois. On n'est pas supposé s'en souvenir, parce que la partie justement qui va se charger de se souvenir et d'analyser, elle est déconnectée. L'hypnose, c'est un petit peu ça, c'est que il y a une première phase qui est une phase d'induction, etc., où on va entraîner. Alors, c'est pas le sommeil, hein. L'hypnose, on dit dormir, on ne dort pas dans le sens du sommeil profond. Non, on est dans un sommeil justement qui ressemble un petit peu au sommeil paradoxal, c'est-à-dire on peut parler, on peut faire quelques mouvements, et puis notre esprit travaille dans le sens qu'on imagine, comme quand on rêve, etc. Sauf qu'on le déclenche. Comme au lieu que ce soit naturel, c'est l'hypnothérapeute qui va le déclencher. On n'a plus accès au conscient, on rentre dans l'inconscient et on accompagne cet état d'imagination et de rêverie. D'accord. Madame Sipsi, j'ai reçu une question. Bonjour, peut-on soigner la claustrophobie par l'hypnose à distance? Bien, donc à distance. Si oui, combien de séances à peu près? Et donc la deuxième partie, avait déjà répondu. Dorme-t-on forcément ou on reste conscient? Donc on ne dort pas. Voilà, merci pour la réponse. Je vous écoute, Madame Sipsi. Alors, vous avez intitulé votre émission, le sujet, c'est l'hypnose selon Amel Sipti. Amel Sipti ne fera jamais d'hypnose à distance. Et je n'ai pas de leçon à donner, mais si quelqu'un me proposait personnellement de me faire de l'hypnose à distance, je partirais en courant.
L'hypnose, elle s'intéresse à tous les mécanismes inconscients et notre inconscient, il a 3 niveaux, ça c'est depuis Platon. Hein. On sait que l'expression de l'inconscient, c'est la dimension somatique, le corps, c'est également la dimension émotionnelle et la dimension comportementale. Alors, l'hypnose, évidemment, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre inconscient, dans votre tête, mais ce qui s'exprime à moi en tant qu'hypnothérapeute, c'est quand même votre corps. Toute la naissance de la psychosomatique, elle se base sur ça. Un mécanisme psychique qui s'exprime dans une dimension somatique. La personne, j'ai besoin de la voir, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de détecter toutes ces réponses. Et d'ailleurs, l'hypnose, elle se fait par des processus. La question d'avant, c'était les mécanismes. Il y a des mécanismes comme la catalepsie, comme la léthargie. On surveille les mouvements oculaires, on surveille la respiration. Je ne peux pas faire ça à distance. Je peux pas faire ça à D'accord. Donc, pour la première partie, vous avez compris qu'ici, on parle de l'hypnose. Façon Amel Sibti, elle ne le pratique pas à distance. Il y en a d'autres qui le font. C'est à vous de choisir. Donc, sa question, est-ce qu'on peut traiter ou soigner la claustrophobie par l'hypnose? Alors, on peut traiter sensiblement toutes les phobies par l'hypnose. Sachez que les phobies, les TOC, tous ces comportements-là d'évitement, c'est quoi? C'est une peur inconsciente qui, au lieu de l'affronter, on l'évite, on la détourne, on se détourne de la peur en l'enfermant dans une nouvelle dimension. Alors, ça peut être des phobies comme ça, sociales, claustrophobie, agoraphobie, anxiété sociale, etc. Ça peut être des phobies qui sont orientées sur des objets, la peur de, j'en sais rien, de l'avion, de l'araignée, des escaliers, du vertige, des mathématiques, oui. de n'importe quoi, il y a des phobies. Et donc, toutes les phobies, la première indication, c'est ça. Parce que justement, ça amène dans cet état modifié de conscience à aller rencontrer et accueillir la peur qui est à l'origine de la phobie et lui parler par justement des procédés métaphoriques, imaginaires, lui parler. Alors, la deuxième partie de la même question, si oui, combien de séances alors, Madame Sibti? Alors, l'hypnose est une thérapie brève. Une thérapie brève, ça veut dire qu'aller entre 3 et 10 séances, grand maximum. Parfois, c'est assez spectaculaire et ça m'est déjà arrivé où nous obtenons le résultat en une seule séance. Mais au-delà d'une dizaine de séances, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. L'hypnose, c'est une thérapie brève. C'est quelque chose qui doit se répéter quelques fois. Donc voilà, c'est entre 3 et 10 séances, grand maximum, selon moi. Alors, Madame Sibti, Fouzia vous pose la question par rapport aux problèmes respiratoires. Donc, est-ce que l'hypnose peut me permettre ou m'aider à mieux respirer? Alors, c'est pas l'hypnose qui va permettre de mieux respirer, c'est la conscience, c'est l'inverse. La respiration, merci Fouzia pour cette question, elle me challenge. L'hypnose est intéressante pour aller, par exemple, questionner ou rencontrer ce qui vous empêche de respirer correctement. C'est-à-dire que, par exemple, l'anxiété, l'une des grandes manifestations de l'anxiété, c'est toute cette respiration superficielle, etc., où on ne sait pas respirer, où on ne comprend pas comment respirer, on perd la maîtrise de sa respiration. Mais apprendre à respirer, réapprendre à respirer, parce qu'on est supposé savoir respirer à la naissance, réapprendre à respirer, ça, je pense que c'est un outil qui se fait par le conscient, mais qui nous permet justement à modifier notre état de conscience. D'accord. Donc, j'ai une question assez intrigante, Madame Sibti. Et donc, pour cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, c'est comme si on était en train de faire la promo de Big Pharma. Oh, effectivement, elle est intrigante. Oh, donc voilà, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, la théorie du complot de Big Pharma. Je vais essayer, je vais tenter une réponse. Voilà, on va tenter, on va dire. Pourquoi pas? Si on considère que Big Pharma est cette grande entreprise planétaire de l'industrie pharmaceutique, l'hypnose est probablement l'un des premiers grands ennemis de cette industrie-là.
même si je n'aime pas trop ce mot, mais l'hypnose serait l'alternative au contraire au Big Pharma. Il y a énormément, l'hypnose en tant qu'approche qui s'intéresse aux symptômes serait une alternative non chimique aux symptômes. Vous savez, Manel, si vous permettez, l'hypnose, on va dire, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'on peut traiter avec l'hypnose? Ça a été très difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter avec l'hypnose. C'est plus facile de répondre à qu'est-ce qu'on ne peut pas traiter avec l'hypnose. Avec l'hypnose, on peut traiter à peu près tout. Ce qui se traite avec un médicament, évidemment. On ne va pas traiter une fracture, un virus, une bactérie. On ne va pas traiter, par exemple, un cancer, même si c'est intéressant de noter que les personnes psychotiques, par exemple, les personnes qui sont déjà dans un état de conscience dissociée, c'est-à-dire le conscient et l'inconscient sont dissociés, ça a été prouvé que ces personnes-là ont tendance à ne pas développer de cancer. Mais disons que on ne peut pas traiter quelque chose qui est infectieux, etc., avec l'hypnose, mais tous les petits symptômes, un mal de tête se traite avec l'hypnose, l'hypertension, les douleurs. Aujourd'hui, on a trouvé des alternatives à la chimie de la douleur grâce à l'hypnose, etc. Donc non. C'est un concurrent de Big Pharma. Voilà, justement, monsieur ou madame, il n'a pas cité son nom. Donc, si vous avez compris ce que c'est exactement le Big Pharma, voilà, c'est très clair. Il n'y a pas de médicament dans l'hypnose, madame Septi. Non, certainement pas. Voilà. Donc, c'est la question de l'auditrice précédente. Voilà, c'est une question aussi très intéressante. Donc, une séance d'hypnose fonctionne-t-elle sur quelqu'un qui connaît les mécanismes de l'hypnose? Très intéressant. Oui. Je disais tout à l'heure, il y a un minimum de niveau d'engagement, évidemment, pour aller en hypnose, mais l'hypnose... même si quand on connaît les mécanismes de l'hypnose, à mon avis, c'est encore plus facile d'aller en hypnose. C'est beaucoup plus facile d'aller en hypnose. D'ailleurs, je partage mon expérience personnelle et je suis sûre que c'est celle de beaucoup de praticiens de l'hypnose. Lorsque nous accompagnons les personnes que nous accompagnons en hypnose, nous partons nous-mêmes avec eux en hypnose. Quand on connaît le mécanisme de l'hypnose, on sait que en fait, ce n'est que revenir à un état naturel. Vous savez, quand vous marchez, vous allez quelque part, parfois vous faites la marche, il y a un moment dans ce processus de marcher, par exemple, en allant d'un point A à un point B, il y a un moment où vous êtes complètement, vous partez dans votre imagination, vous rêvassez, et puis vous vous retrouvez là où vous aviez envie d'aller, et vous ne savez même pas comment vous y êtes arrivé. Quand vous regardez la télé, il y a un petit, j'en sais rien, il y a un petit encart publicitaire, et vous êtes dans votre rêverie, et vous revenez de votre rêverie quand ça s'arrête, l'encart publicitaire. Quand, par exemple, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes avec des amis, et puis il y a un moment, il y a comme un silence, vous n'entendez plus vos amis qui parlent, vous êtes juste bien, vous êtes juste présent, mais vous êtes incapable de dire ce qui se passait autour de vous. Tout ça, c'est des états hypnotiques dans lesquels on se met naturellement, puisque on se dissocie en fait de notre environnement. Donc, quand on sait comment ça fonctionne, c'est l'inverse. C'est beaucoup plus facile d'y aller. C'est l'inverse. Donc, madame Septi, si vous permettez, on va devoir prendre une courte petite pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle aujourd'hui. Je reçois madame Amel Septi, life coach, hypnothérapeute et psychothérapeute. On parle de l'hypnothérapie façon Amel Septi, on souligne. Façon Amel Septi, à chacun sa façon de pratiquer l'hypnose thérapeutique. Madame Amel Septi, que j'ai un énorme plaisir de recevoir. C'est une femme que j'adore, je la suis sur les réseaux sociaux, je suis admirative. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors on doit absolument avancer parce que il me reste encore beaucoup de questions et le temps presse. Madame Septi, est-ce qu'on peut parler de troubles de comportement alimentaire? Est-ce qu'on peut parler d'estime et de confiance en soi, la motivation par exemple quand on parle de sportif? Est-ce qu'on peut traiter tout ça avec l'hypnose? Alors, c'est clairement les plus belles indications de l'hypnose que vous venez de citer. Vous savez, on a
on a notre cerveau inconscient, notre esprit inconscient, pas cerveau, esprit inconscient, c'est une mine de ressources, c'est une mine de talents, c'est une mine de compétences absolument extraordinaires, mais cet inconscient est inerte. L'inconscient, il fonctionne avec les automatismes, il ne crée pas, il ne génère pas, il ne se met pas en mouvement si on ne le provoque pas. On a besoin d'aller le chercher, d'aller le titiller, de chatouiller, d'aller l'autoriser aussi pour qu'il puisse exprimer ses talents. L'imagination, par exemple, qui fait qu'on est capable, quand on est en train de rêver ou quand un enfant est en train de daydreamer, d'inventer n'importe quoi, mais à l'infini, et bien ça, c'est parce que son inconscient est capable de le faire. L'hypnose, elle permet de faire sortir l'inconscient de cette inertie. Donc oui, on peut aller chercher de l'équilibre, de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la créativité, du pouvoir, de la puissance en mettant en mouvement cet inconscient-là. Oui. D'accord. Donc, une question, si vous permettez, Madame Sipsi, de Sonia. L'hypnose agit-elle sur les ruminations, les pensées, les souvenirs du passé? Oui. Alors, elle agit de deux manières. Merci, Sonia, pour cette question. L'hypnose agit de deux façons. Déjà, en apaisant immédiatement le mental. Les ruminations, c'est uniquement une répétition compulsive. C'est une compulsion, hein, comme un TOC, mais c'est une compulsion mentale, c'est une compulsion intellectuelle. Eh bien, juste en allant dans l'état, par l'induction déjà, en allant dans l'état hypnotique et en déconnectant du conscient, déjà on apaise la rumination et on permet au cerveau de se reposer pendant cette période-là. Un petit peu comme la méditation, etc. Les états de transe, ils ont d'abord ce pouvoir-là dans le moment, dans l'instant. Mais en plus, à long terme, donc en créant des petites soupapes inconscientes pour laisser partir ces ruminations. Merci, Madame Sipsi. Donc, Sonia, je crois que c'est clair. Bonjour, Fatih. Merci, Fatih, pour vos messages. Elle a déjà ses réponses. Elle voulait poser des questions, mais elle a déjà ses réponses. Alors, Madame Sipsi, l'hypnose pour guérir les addictions et éviter de replonger surtout. Est-ce que c'est possible? Par exemple, on va prendre un exemple un peu plus hard, on va dire, les drogues. Oui. Alors, personnellement, je ne ferai pas de séance exclusivement d'hypnose à quelqu'un qui a des addictions. L'addiction, c'est un symptôme. Ah. Exactement. Quand vous avez mal à la tête, c'est pas la maladie. Le mal de tête est en train de vous dire il y a quelque chose qui fonctionne pas quelque part et qui est en train de s'exprimer à travers le mal de tête. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez quelque chose pour enlever le mal de tête, mais si l'origine du mal de tête, c'est vos yeux qui ont besoin d'être corrigés, c'est votre audition, c'est les vertiges, c'est l'oreille interne, c'est votre tension artérielle, j'en sais rien, c'est le taux de cholestérol dans votre sang, c'est une cause neurologique, bref, il y a 1000 raisons. Eh bien, ça va vous soulager un moment ce que vous aurez pris, mais le mal de tête reviendra. C'est exactement la même chose. L'hypnose exclusivement pour arrêter un comportement addictif sans psychothérapie à côté, qui va aller explorer pourquoi je compense, parce que en fait, un comportement addictif, c'est une compensation d'un besoin. Il n'y a aucune différence entre consommer une drogue dure et consommer du chocolat de manière addictive. C'est juste qu'après, la récompense telle qu'on la perçoit dans cette consommation, elle est démesurée. Enfin bref, il y a des mécanismes d'intensité, il y a des différences d'intensité. Mais l'idée, c'est ça, c'est aller explorer qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, quand je vais aller chercher cette drogue-là, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Quel besoin j'essaie de combler? Donc, l'hypnose, oui, permet l'arrêt d'une consommation de n'importe quel produit de manière compulsive, mais le produit migrera, le symptôme migrera sous une autre forme inévitablement. Donc,
l'hypnose associée à une psychothérapie. Je souligne encore une fois, on parle de l'hypnothérapie façon Amel Sebti. Ça me paraît tellement logique ce que vous dites, Madame Sebti. C'est logique. Donc voilà, on arrive par rapport aux sportifs, Madame Amel Sebti, aux sportifs, aux personnes qui ont, par exemple, qui doivent faire des présentations en public, des animateurs, des présentateurs télé. Pourquoi faire appel à l'hypnose? C'est justement pour travailler sur la confiance en soi ou pour autre chose? Excellente question. Je vous disais tout à l'heure que l'inconscient, c'est notre expérience infantile qui a un petit peu contenu nos premières expériences infantiles. En tant qu'enfant, notre inconscient, on parle d'enfant intérieur, c'est rien d'autre que l'inconscient. Donc un enfant ne comprend pas le discours compliqué, le discours, comment on va dire, conceptuel, symbolique. Il comprend un langage simple, des métaphores, des images, il comprend pas la négation, etc. Et donc, quand on est en état d'hypnose, on redevient un petit peu dans cet état infantile où on est capable de rêver, d'imaginer et de se transformer, de croire par rapport à l'image. Un enfant, vous avez un enfant à côté de vous, vous lui dites tu es une licorne, tu es capable de voler, tu peux cracher du feu, tu es un dragon, tu peux cracher du feu, etc. Il se voit vraiment en train de le faire et il se sent vraiment en train de le faire. Eh bien, l'hypnose, dans la prise de parole en public, par exemple, etc., elle crée une image de soi à l'intérieur de soi. Elle nous permet de recréer une image métaphorique de soi, une image reconstruite de nous-mêmes qui nous parle, qui nous convient et donc qu'on est ensuite capable qui nous fait, si vous voulez, on est ensuite capable de développer les ressources. Merci Madame Sebti. Alors l'hypnose pour améliorer la sexualité, est-ce que c'est possible? Eh bien, écoutez, l'hypnose, elle permet de déconstruire les croyances, les blocages, etc. Tous les automatismes, toutes les choses qu'on fait automatiquement, on les déconstruit. Et donc, l'hypnose, elle a ce pouvoir de libérer ce qui est entravé. Et dans ce sens, effectivement, c'est intéressant, sauf s'il y a des vraies causes physiologiques au dysfonctionnement. Et là, à ce moment-là, évidemment, il faut des vraies causes organiques, physiologiques, biologiques. À ce moment-là, il faut envisager d'autres. Donc, c'est très clair. C'est pour supprimer les fausses croyances et les images négatives. Il me reste encore 3 minutes. On va essayer de faire un maximum pour répondre aux questions qui restent. Alors, Madame Sebti, les dérives de l'hypnose. On ne peut pas ne pas parler des dérives de l'hypnose pendant cette émission, s'il vous plaît. Oui, les dérives de l'hypnose, évidemment, il y a différentes manières de voir les choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, il y a des choses très graves quand on n'ancre pas la personne. Il y a un état, on crée un état dissociatif. Or, l'état dissociatif, c'est l'état que vit en permanence, par exemple, une personne psychotique. C'est une dissociation entre les différentes instances. Donc, une personne qui est en train d'accompagner quelqu'un dans un processus hypnothérapeutique, elle doit avoir été formée sérieusement parce qu'elle est capable de l'accompagner à partir dans l'état hypnotique, mais aussi à revenir de l'état hypnotique. Et puis, évidemment, il y a l'hypnose malhonnête, de manipulation malhonnête. Oui, d'accord. Les contre-indications, s'il vous plaît, Madame Sebti. Alors, les contre-indications, c'est ça, c'est les états, par exemple, il y a des états qui sont clairement une contre-indication à l'hypnose. Une maladie psychiatrique, par exemple? On ne fait pas d'hypnose à une personne qui fait de la bipolarité, de la schizophrénie. Paranoïa. De la paranoïa, des pathologies qui sont déjà dissociatives. On ne fait pas, on fait pas par prudence de l'hypnose à une femme enceinte, par exemple, parce que on sait pas l'inconscient du fœtus, qu'est-ce qui va se passer en lui, etc. Mais globalement, il n'y a pas de véritable contre-indication à l'hypnose. La langue, par exemple, si la langue de l'inconscient est différente de la langue du conscient, ça, c'est pas intéressant. Si moi, ma langue, c'est l'italien et que la personne que j'hypnotise, sa langue, c'est l'allemand, ça va être un petit peu compliqué parce que son inconscient parle allemand. Donc, choisir préférentiellement une personne qui parle votre langue, mais voilà. Alors, ma toute dernière question, et j'ai encore 30 secondes, puisqu'on parle de l'hypnose thérapeutique façon. Madame Amel Sebti, est-ce qu'on peut être hypnotisé contre notre gré? Est-ce que c'est une pratique courante, Madame Sebti? Alors, l'hypnose de rue fait ça
l'hypnose de rue fait ça, mais je ne sais pas si vraiment les images qu'on nous vend d'une personne qui va sélectionner quelqu'un dans une salle ou dans la rue et qui va lui dire et l'autre va dormir. Il y a toujours quelque chose qui se fait avant, qui se prépare avant. Il y a beaucoup de spectacles derrière. Mais je pense qu'il faut un minimum d'adhésion pour partir en hypnose. Un minimum. Madame Sebsi, de prédisposition. Voilà. Madame Sebsi, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. C'était encore avec un énorme plaisir que je vous ai reçu. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.